Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Mettons dans la situation classique, un voyageur, mettons qu'il économise pendant 2 ans pour son voyage de rêve. Il planifie tout sur des tableaux Excel, il traverse l'Atlantique. Ouais, le gros projet. C'est ça. Et là, il arrive enfin à Paris. Il se tient devant la pyramide du Louvre en plein mois de juillet. Aïe! Je vois déjà le portrait. Exact. Tout ce qu'il voit autour de lui, c'est des milliers de cellulaires levés dans les airs, une chaleur complètement accablante qui fait fondre l'asphalte et une file d'attente qui serpente sur des kilomètres. C'est le choc brutal. Ah, totalement. Le rêve romantique, il se transforme instantanément en vrai cauchemar logistique. C'est souvent ça le choc entre l'imaginaire collectif et la réalité du tourisme de masse. On nous vend tout le temps cette idée qu'une destination emblématique va nous livrer une espèce d'épiphanie sur un plateau d'argent. Dès qu'on sort de l'aéroport, genre. Exactement. Mais dans une métropole hyper achalandée, la friction logistique, ça détruit complètement l'émotion. Et c'est exactement ce qui motive notre exploration d'aujourd'hui. Tu sais, Paris, c'est une des villes les plus visitées au monde, mais c'est fort probablement la plus mal comprise. Absolument. Fait qu'on s'attaque à ça avec une plongée vraiment fascinante dans le guide de voyage 2026 d'Aéria Voyage. C'est un document super exhaustif qui a été rédigé par Yvan Junior Blanchette. Un guide très, très détaillé, oui. Et notre mission aujourd'hui pour notre auditoire, qu'on parle de conseillers en voyage qui gèrent ce genre de crise ou juste d'esprit curieux, c'est de décoder les vrais mécanismes de cette ville-là. Comment éviter les fameux pièges. C'est ça. On veut comprendre l'architecture même de l'expérience parisienne. Ce qui est super intéressant, c'est que le document avance une thèse très forte d'entrée de jeu. Il démontre que Paris rejette complètement la mentalité de la liste d'épicerie. Ah, j'aime ça, la liste d'épicerie. Tu sais, c'est pas un parc d'attractions où on coche des manèges les uns après les autres. C'est un espace qui a été conçu délibérément à une échelle humaine. Et ça exige qu'on ralentisse la cadence pour vraiment le déchiffrer. Bon, décortiquons tout ça. Avant même de savoir quoi aller voir, l'auteur s'attaque au rythme. Oui, le concept du temps. Le plus grand ennemi d'un voyage réussi, selon lui, c'est la précipitation. Il y a ce message central dans l'article qui dit que Paris récompense le temps et punit les itinéraires trop serrés. C'est la fameuse règle des 3, 5 et 7 jours. Exact. Le guide explique que 3 jours, ça couvre vraiment juste les bases, les incontournables. C'est de la survie touristique, mettons. Ouais, 5 jours, là, on commence à respirer, on peut faire une excursion en dehors de la ville, mais 7 jours ou plus, c'est là que la ville révèle son côté plus intime et personnel. Et c'est un argument en or pour les professionnels du voyage, tu sais. Ah oui, pour convaincre les clients qui veulent tout faire en 3 jours. Mais je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Pour un voyageur nord-américain qui a juste 2 semaines de vacances par année, qui a payé son vol une petite fortune, c'est pas un peu irresponsable de pas essayer de rentabiliser le voyage en ajoutant, je sais pas, Rome et Barcelone dans la même semaine? C'est super typique comme réaction, basée sur la peur de manquer quelque chose. Le fameux FOMO. Mais ce calcul de rentabilité-là, il est complètement biaisé. Comment ça? Si tu penses 3 jours à courir comme un fou entre la Tour Eiffel et Notre-Dame, t'accumules pas de la culture, t'accumules juste de la fatigue nerveuse. La ville, elle punit physiquement les itinéraires serrés. Physiquement? Oui. Et ça s'explique par l'urbanisme même de Paris. C'est fascinant parce que la sensation qu'on a, tu sais, cette idée d'une ville où on doit marcher au lieu de courir, c'est pas un accident. Ah, tu parles des grands boulevards? Exactement. C'est le produit de l'urbanisme du 19e siècle, les travaux du baron Haussmann. À la base, ces immenses avenues dégagées, c'était en partie pour faciliter les déplacements militaires. Et pour empêcher les révolutionnaires de faire des barricades, si je me souviens bien. C'est ça. Mais l'effet secondaire inattendu, c'est que ça a laissé entrer une lumière incroyable et ça a créé des trottoirs gigantesques. Fait que ça a donné naissance à la fameuse culture des terrasses de café. Voilà. Cet urbanisme-là a littéralement inventé le concept du flâneur. Une ville où on s'assoit, on regarde le théâtre de la rue, on marche sans but précis. C'est tellement vrai. Donc, si ton itinéraire te force à courir dans un environnement qui a été pensé pour la flânerie, il y a une dissonance cognitive. Le corps s'épuise. 7 jours, c'est pas du luxe. C'est le temps minimum pour synchroniser ton métabolisme avec celui de la ville. J'adore cette image-là. En fait,
Visiter Paris en 3 jours, c'est un peu comme avaler un souper gastronomique de 6 services en 5 minutes chrono. Ouais, mathématiquement, t'as ingéré les calories. Ben c'est ça, t'as ingéré les calories, mission accomplie sur papier, mais t'as rien goûté. T'as pas apprécié les textures et la seule chose qui te reste à la fin, c'est une grosse indigestion. Et beaucoup d'ampoules aux pieds. C'est clair. Fait que l'argument massu pour un conseiller face à un client pressé, c'est de dire que ralentir, c'est littéralement protéger son investissement. Exactement. Et une fois qu'on a allongé le séjour, ça change toute la dynamique spatiale. Parce que si on reste 7 jours, on peut pas juste tourner en rond autour de la Tour Eiffel. Non, ça deviendrait vraiment plate. Il faut complètement repenser la géographie. L'auteur insiste beaucoup sur le fait que Paris, c'est pas une métropole uniforme. Il faut la voir comme une collection de villages distincts. Et c'est ici que ça devient vraiment super intéressant, parce que le document s'attaque directement au fameux triangle d'or. Oui, le secteur entre la Tour Eiffel, le Louvre et les Champs-Élysées. C'est tellement ironique quand on y pense. Les gens cherchent le vrai Paris, l'expérience authentique, et ils s'agglutinent tous dans les mêmes quartiers qui ont été complètement vidés de leur vie locale. Des décors de théâtre, ni plus ni moins. Les clients qui restent coincés là-dedans, ils passent à côté de la vraie ville. Le guide propose des alternatives vraiment précises pour éviter ça. Il parle du Marais, par exemple, pour son histoire et son énergie. Le Marais, c'est un contraste frappant avec les boulevards haussmanniens dont on parlait. Ça a survécu aux démolitions. On y trouve des ruelles étroites, la fameuse place des Vosges, le vieux quartier juif avec ses boulangeries. C'est super vivant. Ça crée une espèce de friction historique. Ensuite, l'article mentionne Saint-Germain-des-Prés, qui offre une atmosphère beaucoup plus classique. Ouais, l'ambiance littéraire, l'endroit parfait pour juste flâner, prendre un café en terrasse. Mais l'exemple qui m'a vraiment jeté par terre dans le texte, c'est l'accent mis sur le canal Saint-Martin. Ah, le canal Saint-Martin, oui. Le Paris contemporain. C'est présenté un peu comme l'antidote ultime aux Champs-Élysées. L'auteur dit que c'est là qu'on comprend comment la ville vit actuellement aujourd'hui. C'est crucial, parce que c'est pas un musée à ciel ouvert. C'est là que les locaux se retrouvent après le travail, sur les berges, pour l'apéro. Il n'y a pas de performance pour les touristes. C'est le salon des Parisiens, dans le fond. Exactement. Ça transforme la visite en une vraie expérience locale. Par contre, je dois faire une petite pause ici, parce que la ressource qu'on étudie fait un virage à 180 degrés qui est presque brutal. Oui, concernant la logistique des monuments. Tu sais, on vient de passer 10 minutes à vanter la lenteur, la spontanéité, le fait de se perdre dans les ruelles du Marais, et bang! Le guide devient complètement rigide, l'opération militaire entre en jeu. C'est la fracture fascinante de Paris. D'un côté, la flânerie urbaine, de l'autre, la logistique impitoyable du tourisme mondial. Pour les grands sites, la spontanéité n'existe plus. L'auteur mentionne 4 sites majeurs où la réservation à l'avance est strictement non négociable. La Tour Eiffel, le Louvre, les Catacombes et Versailles. Si un voyageur arrive là-bas sans billet en haute saison, c'est simple. Il va faire des files d'attente interminables ou pire, il va carrément se faire refuser l'entrée. Se faire refuser l'entrée après avoir traversé l'Atlantique, c'est l'enfer. C'est le conseil pratique numéro 1 à répéter sans arrêt, surtout pour des sites comme les Catacombes où la capacité physique souterraine est hyper limitée. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Se présenter au Louvre sans réservation en juillet, c'est comme arriver à l'aéroport Trudeau sans billet d'avion en espérant embarquer pour l'Europe. L'échec est garanti à 100%. C'est une excellente comparaison. Et il y a d'autres détails critiques dans le guide qui peuvent ruiner une journée si on ne fait pas attention. Ah oui, les jours de fermeture, c'est le piège classique. Le Louvre ferme le mardi. Et le musée d'Orsay ferme le lundi. Imagine la personne qui garde son seul mardi pluvieux pour aller voir la Joconde, la douche froide. Cela soulève une question importante, même quand on a nos billets. Surtout au Louvre, la gestion des attentes. Parce que c'est trop grand, tu sais. C'est gigantesque. Le guide dit qu'il ne faut surtout pas essayer de tout voir. Le cerveau humain sature après quelques heures d'art intensif. Le syndrome du musée. À la fin, tu regardes une peinture de la Renaissance et ça te fait le même effet qu'un mur blanc. C'est ça. La stratégie, c'est de se concentrer sur 2 ou 3 ailes maximum, comme l'aile de Non, par exemple, où on trouve la Joconde et la Vénus de Milo. On en voit moins, mais on le voit mieux. Bon, fait que là, on a un itinéraire équilibré. On a nos jours de flânerie dans le canal Saint-Martin, on a nos réservations chirurgicales pour le Louvre. Il reste un choix fondamental à faire pour concrétiser tout ça. La saison. Le choix de la saison, oui. Et là encore, le guide va un peu contre la croyance populaire.
On a tous en tête la fameuse chanson « Paris au printemps ». Oui, le grand classique romantique. Mais le guide dit non. L'automne est de loin la meilleure saison, de septembre à novembre. C'est présenté comme le secret le mieux gardé. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est d'une logique implacable. Orienter les voyageurs vers l'automne permet de contourner la congestion estivale tout en gardant une expérience de qualité. L'article parle de la saison la plus atmosphérique, ayant un détail visuel, la lumière dorée spécifique à Paris en octobre. Je trouvais ça fascinant. Ce n'est pas qu'une métaphore poétique, c'est lié à l'architecture. La pierre calcaire blonde des bâtiments parisiens réagit de façon spectaculaire quand le soleil est plus bas sur l'horizon en automne. Ça change complètement la perception des façades, c'est vrai. Mais il n'y a pas juste la lumière, il y a aussi la question de la foule. Après la mi-septembre, les foules touristiques diminuent considérablement. Mais la ville tourne à plein régime. Contrairement au mois d'août, ça c'est un point super important que beaucoup de Nord-Américains ignorent. En août, les Parisiens quittent la ville. Les petits commerces locaux, les boulangeries, les bons petits restos de quartier ferment. Fait que si tu vas au canal Saint-Martin en août pour vivre comme un local, il n'y a pas de locaux. Exactement. En automne, les musées et les restaurants sont à pleine capacité, la vie de quartier bat son plein, mais sans la foule étouffante de juillet. C'est vraiment la fenêtre idéale. D'accord. Alors, une fois qu'on a optimisé notre séjour parisien à la perfection, le guide fait quelque chose de super intéressant. Il dézoome. Il nous invite à regarder la carte de l'Europe. Oui, il démontre que Paris, c'est pas nécessairement un terminus, c'est un point de départ incroyable. Et ça bouscule un peu nos habitudes. Définitivement. En Amérique du Nord, quand on pense à des longues distances, on pense tout de suite à l'avion, au vol low cost entre les capitales. Avec tout le stress que ça amène, aller à l'aéroport, passer la sécurité, attendre tout ça. Mais le guide nous rappelle que Paris est un hub ferroviaire européen massif. Le réseau de trains à grande vitesse transforme la façon de voyager. Tu peux construire des itinéraires multidestinations sans jamais mettre les pieds dans un aéroport. Les temps de trajet mentionnés sont fous. On parle de se rendre à Amsterdam en 3h30 par le train Thalys. Bruxelles est à 1h20 par l'Eurostar. 1h20, c'est plus rapide que de traverser le pont Champlain à l'heure de pointe. Et Londres est à 2h15 via l'Eurotunnel. C'est un changement de paradigme. Tu pars du centre-ville et tu arrives dans un autre centre-ville. Et ça vaut aussi pour les connexions nationales en France. Oui, le document souligne que la vallée de la Loire, la région de Champagne comme Reims ou même Lyon pour la gastronomie, tout ça c'est à 2 heures ou moins en TGV. Ça veut dire qu'on peut littéralement utiliser Paris comme camp de base et rayonner à travers la France et l'Europe du Nord super facilement. C'est fou la fluidité que ça apporte à un voyage. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Le paradoxe central, c'est vraiment que pour apprécier cette métropole mondialement célèbre, il faut adopter des stratégies presque intimes, très locales. Ralentir le rythme avant tout. Oui, accepter de ralentir, traiter la ville comme une série de petits villages interconnectés, mais en même temps sécuriser sa logistique de façon rigide pour les grands sites. Préserver la spontanéité grâce à une planification béton dans le fond. Ouais. Et utiliser les rails plutôt que les airs pour voir plus loin. Exactement. C'est la recette d'une expérience réussie selon l'auteur. Ce qui m'amène à une réflexion finale pour notre auditoire, quelque chose à méditer. Je t'écoute. On vient de passer tout ce temps à analyser pourquoi la meilleure façon de découvrir une grande capitale, c'est de l'aborder par ses petits quartiers lents, ses terrasses, son urbanisme à échelle humaine. On traverse l'océan pour vivre ça. On paye très cher pour cette expérience-là. Absolument. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne sur la façon dont on bâtit et on habite nos propres villes ici en Amérique du Nord? C'est une excellente question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre un vol transatlantique pour trouver le sentiment de communauté d'un endroit comme le canal Saint-Martin? Ou est-ce qu'on pourrait pas juste exiger cette même philosophie de vie urbaine, cet urbanisme délibéré, directement chez nous? Ça fait réfléchir sur notre dépendance à la voiture. C'est clair. C'est à garder en tête la prochaine fois que vous marcherez dans votre propre quartier. Un immense merci à tout le monde pour votre écoute pendant cette plongée au cœur du guide Deria Voyage. À très bientôt! Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis.
Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.